D'où vient vraiment le pétrole? Et pourquoi le Moyen-Orient et le Venezuela en ont tant? Pendant longtemps, beaucoup de gens ont appris une explication simplifiée sur l'origine du pétrole, l'idée qu'il proviendrait des dinosaures. C'est une image forte et facile à mémoriser. Des animaux gigantesques, enfouis au fil de millions d'années, se transformant lentement en combustible. Mais bien que ce récit soit populaire, il ne résiste pas bien à une analyse plus sérieuse. Même si tous les dinosaures qui ont jamais existé avaient été convertis intégralement en pétrole, cela ne suffirait toujours pas pour expliquer les volumes immenses de pétrole que l'humanité a trouvés dans le sous-sol. L'échelle simplement ne ferme pas. La véritable origine du pétrole est liée à quelque chose de bien moins spectaculaire à première vue, mais infiniment plus abondant, les organismes microscopiques marins. Et c'est justement là que l'histoire devient plus intéressante. Au fil des grandes aires géologiques, de vastes régions qui correspondent aujourd'hui à des déserts, des plateaux ou des chaînes montagneuses ont été couvertes par des mers peu profondes. Ces mers anciennes abritaient des quantités extraordinaires de vie microscopique. Néanmoins, le pétrole ne s'est pas distribué de manière uniforme sur la planète. Certaines régions ont accumulé des réserves gigantesques, tandis que d'autres, bien qu'elles aient également eu des mers anciennes, ont produit presque aucun dépôt significatif. C'est pourquoi la question centrale n'est pas seulement d'où vient le pétrole, mais surtout, pourquoi s'est-il concentré en certains endroits très spécifiques? Si les dinosaures n'ont pas été la source principale, qu'est-ce qui a vraiment donné naissance au pétrole? Depuis le 19e siècle, les géologues étudient cette question et ont perçu une régularité importante. Les grands gisements de pétrole ont tendance à apparaître dans des roches sédimentaires formées dans les anciens environnements marins. À partir de là, deux grandes interprétations se sont consolidées. La première, qui domine largement la science aujourd'hui, affirme que le pétrole se forme à partir de la matière organique produite par des êtres microscopiques tels que le plancton, les algues et les bactéries marines. Ces organismes vivaient en grand nombre à la surface et dans les eaux peu profondes des mers anciennes. Lorsqu'ils mouraient, ils coulaient et s'accumulaient au fond, où, dans certaines conditions, leur décomposition n'était pas complète. Au fil du temps, cette matière organique a été progressivement enfouie sous des couches successives de sédiments. La deuxième interprétation, beaucoup plus controversée, est la dite théorie abiogénique. Selon cette hypothèse, une partie des hydrocarbures pourrait se former dans les profondeurs de la Terre, sans rapport direct avec les êtres vivants, à partir de processus physico-chimiques intenses à l'intérieur de la planète. Cette idée a été défendue, en particulier par certains chercheurs soviétiques au XXe siècle, et plus tard reprise par Thomas Gold. Il s'agit d'une hypothèse intellectuellement intéressante, mais qui fait face à des difficultés importantes lorsque nous essayons de l'utiliser pour expliquer les grands champs pétrolifères commerciaux connus aujourd'hui. Avant d'entrer dans ce débat, il vaut la peine d'observer la géographie mondiale du pétrole. Lorsqu'on analyse les plus grandes réserves de la planète, deux pôles attirent immédiatement l'attention. Le premier est le Venezuela, qui possède l'une des plus grandes réserves prouvées du monde, notamment dans la ceinture de l'Orénoque. Le deuxième, encore plus décisif à l'échelle régionale, est l'ensemble des pays autour de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït, les Émirats arabes unis et le Qatar. Ensemble, ces pays concentrent une énorme partie des réserves conventionnelles mondiales. D'autres acteurs importants incluent la Russie, le Canada, les États-Unis et la région de la mer du Nord, historiquement pertinente pour l'Europe. C'est à ce moment que la géologie offre une clé de lecture essentielle. Lorsque les scientifiques reconstituent la configuration de la Terre de centaines de millions d'années auparavant, un modèle cohérent apparaît. Une grande partie de l'actuel Moyen-Orient a été couverte par des mers peu profondes, chaudes et relativement fermées, connectées à l'ancien océan de Thétis. Au nord de l'Amérique du Sud, en particulier dans la région du Venezuela actuel, il y avait aussi de grands bassins sédimentaires associés aux environnements marins et deltaïques. Ces scénarios ont été particulièrement favorables à la formation de roches génératrices de pétrole.
Mais cela ne résout toujours pas complètement l'énigme. Après tout, d'autres parties de la planète, de l'Afrique à l'Australie, en passant par des portions de l'Europe et des Amériques, ont également été couvertes par des mers anciennes. Alors pourquoi pas toutes ne se sont pas transformées en provinces pétrolifères de même ampleur? La réponse réside dans la combinaison de facteurs très spécifiques, et non dans une seule cause isolée. Tout commence par d'énormes quantités de plancton, d'algues et de bactéries qui ont vécu dans ces mers. Lorsqu'ils mouraient, leurs restes coulaient. Dans les régions où le fond marin était pauvre en oxygène, la décomposition était limitée. Cela permettait à la matière organique d'être préservée au lieu d'être entièrement recyclée par l'environnement. Au fil du temps, cette matière organique a été enfouie par la vase, le sable et d'autres sédiments. Des millions d'années plus tard, le poids des couches supérieures et l'augmentation progressive de la température ont transformé ce matériel. À mesure que l'enfouissement augmentait, la température augmentait aussi, car la chaleur interne de la Terre se propage lentement vers la surface. À certaines profondeurs, normalement entre 2 et 4 km, la matière organique entre dans une plage thermique idéale, connue sous le nom de fenêtre du pétrole. À ce stade, elle se transforme d'abord en kérogène, puis, sous plus de chaleur et de pression, en pétrole liquide et en gaz naturel. Cependant, générer du pétrole ne suffit pas. Pour qu'un grand champ pétrolier se forme, ce pétrole doit migrer et ensuite rester piégé. Comme il est moins dense que l'eau salée présente dans les pores des roches, il tend à monter. S'il ne trouve que des roches perméables, il continuera à migrer et pourrait même s'échapper. Pour qu'il s'accumule en quantité exploitable, il doit exister un piège géologique associé à une couche imperméable au-dessus. Cette combinaison fonctionne comme un réservoir naturel scellé. Sans cette architecture géologique, le pétrole se disperse et ne forme pas de dépôt économiquement pertinent. C'est précisément pour cette raison que seulement certains bassins sédimentaires du monde ont réuni toutes les conditions nécessaires: production biologique abondante, préservation de la matière organique, enfouissement adéquat, température correcte, migration efficace et pièges géologiques bien formés. Lorsque tous ces éléments coïncident, surgissent les grandes provinces pétrolifères. Un autre point important, en particulier pour un public européen habitué à penser à l'énergie, au raffinage et à la dépendance externe, est que tout pétrole n'a pas la même qualité. Deux pétroles peuvent avoir une origine similaire et pourtant présenter des comportements très différents. Au Moyen-Orient, une grande partie du pétrole est relativement léger et à faible teneur en soufre, ce qui facilite le transport et réduit le coût du raffinage. Déjà dans la ceinture de l'Orénoque, au Venezuela, prédomine un pétrole beaucoup plus lourd, visqueux et à plus forte teneur en soufre. En termes industriels, cela change tout: la logistique, le coût, l'infrastructure et le type de raffinerie nécessaire. Cette différence aide à comprendre pourquoi le pétrole n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité. Un baril de pétrole léger et doux n'a pas la même valeur opérationnelle qu'un baril de pétrole extra lourd. Cela influence le marché, la stratégie énergétique des États et même la position géopolitique de chaque producteur. Nous arrivons alors à la question la plus délicate. La théorie abiogénique pourrait-elle expliquer les grands gisements de pétrole du monde? En théorie, les petits hydrocarbures peuvent se former dans des contextes géologiques profonds, sans participation directe de la vie. Ce n'est pas totalement rejeté. Le problème apparaît lorsqu'on regarde les gigantesques champs commerciaux exploités sur la planète. Si le pétrole provenait principalement de processus non biologiques profonds, il serait logique de trouver de grands dépôts distribués de manière beaucoup plus large, y compris dans les roches cristallines profondes et dans les zones sans aucune relation avec les anciennes mers sédimentaires. Mais ce n'est pas ce que les données montrent. La quasi-totalité des grands champs pétroliers connus est associée à des bassins sédimentaires riches en matière organique marine ancienne. De plus, le pétrole lui-même conserve des indices chimiques très révélateurs. À l'intérieur de celui-ci, les scientifiques identifient des biomarqueurs, des molécules complexes qui fonctionnent comme de véritables fossiles chimiques.
Elles sont liées à des structures autrefois présentes chez les algues, les bactéries et le plancton. Ces signatures moléculaires sont extrêmement difficiles à expliquer sans une origine biologique. Il y a encore une deuxième preuve très forte, la composition isotopique du carbone. Le carbone existe sous différentes formes, principalement le carbone 12 et le carbone 13. Les organismes vivants tendent à incorporer préférentiellement le carbone 12, plus léger. En conséquence, la matière organique ancienne devient enrichie dans cet isotope. Le pétrole présente exactement le même modèle. Cette correspondance renforce de manière convaincante l'idée que son origine principale réside dans la vie marine microscopique du passé. En d'autres termes, 3 lignes de preuve convergent dans la même direction. Le type de roche dans lequel le pétrole apparaît, les biomarqueurs trouvés dans sa composition et la signature isotopique du carbone. Ensemble, elles soutiennent de manière très solide l'explication biogénique. Cela signifie-t-il que le pétrole se renouvelle rapidement dans les profondeurs de la Terre? En pratique, non. De petites quantités d'hydrocarbures peuvent en effet émerger par des processus naturels encore aujourd'hui, y compris dans certains systèmes hydrothermaux sous-marins. Mais ces volumes sont minimes comparés aux immenses réservoirs qui alimentent l'économie mondiale. Les grands champs pétroliers dépendent des accumulations gigantesques de matière organique au fil des échelles géologiques immenses. À l'échelle du temps humain, par conséquent, le pétrole reste essentiellement une ressource non renouvelable. Au final, l'explication réelle est à la fois moins mythique et plus fascinante que l'ancienne histoire des dinosaures. Le pétrole n'est pas, à son origine principale, le produit de grands animaux enfouis, mais d'innombrables organismes microscopiques qui ont vécu dans les mers anciennes, ont été préservés dans des conditions exceptionnelles et transformés lentement par la chaleur et la pression à l'intérieur des bassins sédimentaires. Et le fait que des régions comme le Moyen-Orient et le Venezuela concentrent des réserves aussi vastes ne résulte pas d'un seul facteur, mais d'une coïncidence géologique rare et extraordinaire. Il a fallu que la biologie produise la matière organique en abondance. Il a fallu que l'environnement la préserve. Il a fallu que l'enfouissement se produise au bon rythme. Il a fallu que la température soit adéquate. Et il a fallu, encore, que la structure géologique permette au pétrole de migrer et rester emprisonné pendant des millions d'années. Lorsque tout cela s'est combiné, ont surgi les grands centres pétroliers de la planète. Et, avec eux, une partie décisive de l'histoire économique et géopolitique du monde moderne.